Bonjour à tous, bienvenue, c'est l'heure de Parlement Hebdo, 45 minutes pour faire le tour de l'actualité politique, parlementaire. À mes côtés, Katia Guilder. Bonjour Katia. Bonjour Mickaël. Et dans l'actualité, cette semaine, la loi travail qui sème le trouble, le face-à-face entre le gouvernement et le Parti socialiste. Martine Aubry réaffirme son opposition à ce texte sans demander son retrait. La ministre du Travail lui répond qu'elle n'a pas de leçon à recevoir. Contestation politique et sociale, étudiants, lycéens, syndicats, ils ont défilé contre le projet de loi El Khomri. Les syndicats ont été reçus toute la semaine à Matignon. Manuel Valls, qui se dit ouvert au dialogue, est prêt à quelques concessions sur la réforme. Autre texte à risque pour le gouvernement, la réforme de la Constitution avec l'article 2 sur la déchéance de nationalité. Les sénateurs ont fait leurs propositions, elles vont à l'inverse du texte voté par l'Assemblée nationale. Et notre invité cette semaine, Thierry Braillard, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire d'État au sport, membre historique du PRG. Alors, on va dérouler la semaine avec vous, mais d'abord une réaction sur cette décision de justice. La Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Versailles a levé le contrôle judiciaire de Benzema, ce qui ouvre son retour en équipe de France. Vous n'allez pas commenter une décision de justice. C'est la Fédération française de football qui va décider de son retour, mais peut-être une réaction en tant que ministre. La réaction, c'est de voir vos propos. Je ne vais pas commenter une décision de justice. Donc, je ne suis ni commentateur judiciaire, ni le sélectionneur de l'équipe de France. Et je ne suis pas non plus le président de la Fédération française de football, et encore moins le responsable de la commission de discipline de la Fédération. Laissons faire les choses. Il y a une décision de justice qui va être interprétée, comme vous l'avez dit, par la Fédération française de football. On a l'Euro dans moins de 100 jours. On a la chance d'avoir un bon sélectionneur, et j'ai la certitude que Didier Deschamps fera l'équipe la meilleure qui soit pour qu'on aille le plus loin. Je le fais une entière confiance. La Fédération française de foot dit que c'est une première étape. Vous vous réjouissez pour la France? Mais je n'ai pas ni à me réjouir, ni à être triste. Comme je vous dis, il se trouve que je connais personnellement ce joueur, dont les qualités ne sont plus à faire valoir. Maintenant, vous comprendrez qu'il y a une instruction judiciaire qui est en cours, et vous comprendrez qu'il y a un sélectionneur qui n'a pas envie, je le pense, d'entendre un ministre lui dire il faudrait sélectionner lui, mais pas lui. Chacun, dans ces histoires, doit rester à sa place. Le Premier des ministres, Manuel Valls, avait dit il n'y a pas très longtemps qu'il était clairement pour sa non-sélection. Il n'avait pas dit de cette façon-là, et il n'avait pas ciblé le joueur, il avait parlé plus généralement de ceux qui représentent la France, quand même que la France a besoin de le maillot tricolore dans des épreuves sportives. Alors, on est à bientôt moins de 3 mois de l'Euro 2016, grand événement. Est-ce que vous pouvez nous dire, en tant que ministre, que tout est fait, tout est garanti pour qu'il y ait que toute la sécurité est maximale à 3 mois de l'événement? Tout a été fait pour que ce soit un événement populaire, pour que ce soit un événement sécurisé. La seule chose qu'on n'a pas pu faire, c'est faire en sorte que notre équipe gagne le trophée, parce que l'aléa sportif existe. C'est pour ça qu'il faut pour le reste, plus sérieusement, je crois que le comité d'organisation, présidé par Jacques Lambert, avec le gouvernement et principalement mon collègue Bernard Cazeneuve, qui pilote un comité sur la sécurité de l'Euro, a fait en sorte que les 10 sites qui vont accueillir des matchs soient totalement en sécurité, que ce qu'on appelle les fan zones, les lieux où les supporters se retrouveront, soient aussi en totale sécurité en lien avec le club des villes, et que les 24 sites qui vont accueillir et héberger les équipes pendant la compétition qui dure, je le rappelle à vos téléspectateurs, du 10 juin au 10 juillet, se fassent dans la plus totale sécurité. Donc on peut affirmer que l'Euro, au moment où on parle, tous les risques ont été évalués, appréciés. L'Euro se passera en totale sécurité, avec beaucoup de visiteurs étrangers qui vont venir, puisque on sait que sur les millions de places qui ont été vendues, 60% de ces places ont été achetées à l'étranger. On a par exemple un grand succès avec les Islandais. Assurance pour que les stades soient remplis. Et à ce stade, sur les 51 matchs, 48 matchs sont à guichet fermé. Et il y a 3 matchs où il reste quelques places. Mais on est à 3 mois. Et accès totalement sécurisé pour tous les sites. Accès totalement sécurisé pour tous les sites. Alors, il y a un travail qui a été engagé il y a plusieurs années déjà. On n'a pas fait de la réaction. C'est vraiment un travail de fond qui a été fait. Je crois que c'est important.
Notre pays a un savoir-faire en termes d'organisation de spectacles sportifs et là aussi une attractivité. Il fallait qu'on joue sur ces deux aspects. Thierry Braillard, je vous propose de rembobiner un petit peu le fil de la semaine. On va repartir sur le lundi avec... Sportive, hein. Aussi, Sportive. sportive, mais aussi d'autres choses. Et on commence par cette rencontre entre Manuel Valls et les syndicats. FO, la CGT, ils veulent le retrait du texte. La CFDT, elle attend un compromis. Ils ont été reçus toute la semaine à Matignon, comme vous le voyez sur ces images. Avant la manifestation du milieu de semaine, il y avait beaucoup de monde. Alors voilà pour les syndicats. Autre front à déminer, c'était du côté du Parti socialiste. La ministre du Travail s'est rendue devant le Bureau national où l'attendait une certaine Martine Aubry. Regardez ce sujet de Germain Andrieux. Nouveau round de négociations sur la loi travail et direction Solferino pour Myriam El Khomri pour une opération déminage au siège du Parti socialiste dans un climat très tendu. L'aile gauche du parti continue de réclamer le retrait du texte. Quant à Martine Aubry, elle pose ses conditions et lance un message d'alerte. Il y a beaucoup de choses à modifier. On ne peut pas se contenter de 3 petites modifications en disant vous voyez on l'a amélioré, on a écouté tout le monde. Il y a des choses extrêmement dangereuses et je le dis même pour les entreprises. Quand on substitue l'accord d'entreprise à l'accord de branche, eh bien ce sont des entreprises qui dans la même branche professionnelle vivront le dumping social de certaines d'entre elles qui n'ont pas de syndicat ou qui ont réussi leur chantage vis-à-vis des salariés. Ni recul, ni retrait, la ministre du Travail souhaite avancer. Manuel Valls est prêt à négocier, mais le texte sera maintenu. Le Premier ministre devrait rencontrer plusieurs députés de la majorité lors d'un séminaire pour discuter sur les points de blocage. Le fait que le Premier ministre, que le gouvernement ait mis du temps, dialoguer point par point, ça devient un débat syndical et plus un débat de société. Et un débat syndical, eh ben, il y aura une manif, il y aura des bataillons syndicaux, il y aura une négociation, mais on est très loin d'une déstabilisation profonde politique du gouvernement. Il reste moins de 15 jours au gouvernement pour convaincre les rangs de la majorité. Sauf nouveau report, le projet de loi sera présenté en Conseil des ministres le 24 mars. Alors vous n'êtes pas membre du Parti socialiste, on le rappelle, vous êtes quand même membre du gouvernement, actif. Vous vous sentez à l'aise sur ce texte? Et sur quel texte? Le texte qui est proposé, l'avant-projet de loi, ce qui est discuté actuellement autour des syndicats, on connaît quand même quelques grandes lignes. On est un pays quand même Vous connaissez quelques grandes lignes. Parfois assez particulier. Il y a eu un avant-projet qui, je le répète, parce que dans nos institutions, on est sur une chaîne qui est une chaîne institutionnelle. Un texte, pour qu'il soit quelque part validé, qu'il ait une réalité, il faut qu'il soit adopté, lorsque c'est un projet de loi, par le Conseil des ministres. Est-ce qu'un texte concernant la modification du Code du travail, à ce jour, a été adopté par le Conseil des ministres? Il y a eu des grandes pistes lancées par la ministre du Travail. Non, mais attendez. La réponse est très claire, non. Il y a eu un avant-projet qui a, comme on le dit vulgairement, fuité dans la presse, qui a amené donc des réactions qu'on a eues et qu'on a vues, et qui a amené surtout le gouvernement, par rapport à des réactions qu'on a pu entendre, à dire on ne présentera pas un texte sans que la concertation avec l'ensemble des syndicats ait lieu, sachant qu'elle avait déjà eu lieu auparavant, mais ça, on n'en avait pas parlé, et qu'elle avait aussi été souhaitée après le rapport de Jean-Denis Combrexel, lorsqu'il avait rendu ce rapport sur la modification, c'était en automne dernier, où là, quelques syndicats avaient dit on ne veut pas discuter. Donc, on est dans cette phase de discussion et de négociation. Il en ressortira quoi? Eh ben, je ne le sais pas, au moment où on le parle. Peut-être plus grand chose. Parce que si on avait le texte écrit, alors qu'on est encore en train aujourd'hui, le Premier ministre encore en train aujourd'hui, d'accueillir, de discuter et de négocier, ben, ça serait, j'allais dire, complètement irrespectueux par rapport aux partenaires sociaux. Il y a des points de blocage nombreux. Et il y a une mobilisation forte. Est-ce que ça peut être un obstacle? Ça peut empêcher les points de blocage, il n'y en a pas tant que ça. Moi, ce que j'ai vu, entendu, il y avait la question des condamnations prud'homales. Mais là encore, et vous savez, la dernière fois qu'on s'était vu, j'avais rappelé que dans une autre vie, j'étais avocat en droit du travail. Là encore, avant déjà de se bloquer là-dessus, la question, par exemple, de la procédure prud'homale, de la durée d'un procès, plus de 3 ans et demi avant de savoir si la cause réelle et sérieuse du licenciement est valable ou pas. Ça n'interpelle pas les uns et les autres. Et ce sont des vrais sujets, ça, qui m'apparaissent aussi importants, voire plus importants qu'un barème. Un petit peu plus tard. Alors que le barème, il faut le savoir, existe déjà sur le plancher. Il y a un texte qui explique que si vous avez plus de 2 ans d'ancienneté,
dans une entreprise qui a plus de 10 salariés, la condamnation ne pourra pas être inférieure à 6 mois de salaire. Donc, j'allais dire, on parle beaucoup, j'entends beaucoup de choses. Peu de gens connaissent véritablement le droit du travail et se permettent de dire précarité, ce genre de choses. Je crois que le président de la République a fixé hier le cap. Oui. Négociation, lutte contre la précarité, ça m'apparaît extrêmement important. Et surtout sécurité avec le compte personnel d'activité. Alors, parlons d'un autre sujet sur lequel le président de la République a lui aussi fixé un cap, le sujet de la révision constitutionnelle, autre thème majeur de la semaine. C'est à Cette semaine, il y avait une réunion importante en commission des lois au Sénat qui a examiné ce texte qui prévoit notamment de déchoir un individu de sa nationalité. Nous en reparlerons dans les détails dans un instant, mais d'abord, le résumé de cette audition avec Quentin Calmet. L'arrivée du Premier ministre est décontractée. Conseiller, monsieur le journaliste. L'enjeu politique est pourtant crucial, faire adopter au Sénat la réforme constitutionnelle dans les mêmes termes qu'à l'Assemblée nationale. Les sénateurs qui planchent sur le sujet depuis plusieurs semaines, impatients d'entendre le chef du gouvernement et le garde des Sceaux, notamment sur l'article le plus controversé, la déchéance de nationalité. Parce que la Constitution est notre texte suprême, parce qu'elle a une force solennelle. Le gouvernement s'est rallié à une écriture qui ne distinguera aucune catégorie de Français par rapport à une autre. Beaucoup de détracteurs à cette formulation du texte parmi les sénateurs, et ce, y compris dans le propre camp de Manuel Valls. Si le deuxième pays d'un éventuel binational soupçonné de terrorisme sait que s'il coopère avec nous, il pourra ensuite se voir son ressortissant renvoyé parce que nous l'aurons déchu. Comment, dans ce cadre, peut-on coopérer si finalement le reste du monde est la poubelle de la France? Philippe. À la sortie, pas de commentaire du Premier ministre, mais certains parlementaires socialistes sont encore indécis. Je m'exprimerai le moment venu en séance et je vous dis, il revient à chacun de s'exprimer selon sa conviction profonde et intime. De son côté, la droite n'entend pas faire obstruction, mais se veut très vigilante. Nous voyons bien que le compromis laborieusement trouvé à l'Assemblée nationale doit être relu, revu, retravaillé pour que nous arrivions à des dispositions qui, là encore, ne donnent pas trop de pouvoir à un législateur du futur. Une réforme constitutionnelle présentée demain en commission des lois et débattue le 16 mars en séance publique. Des débats qui pourraient voir les critiques les plus violentes venir du propre camp de Manuel Valls. L'article 2 de ce projet de loi de révision constitutionnelle suscite beaucoup de réserves, de critiques. Comment peut-on sortir de cet imbroglio juridique? Quelle est votre position? J'étais présent lors de la réunion du Congrès, lorsque l'ensemble des parlementaires ont applaudi le discours du président de la République et l'ont commenté sans émettre la moindre réserve. Et voilà qu'aujourd'hui, il y a eu un débat à l'Assemblée nationale. Alors il y a deux choses. Soit vous me dites sur le sujet précédent, le gouvernement veut passer en force, le gouvernement ne tient pas compte du rôle du Parlement, le gouvernement est autiste vis-à-vis des parlementaires. Alors on me dit ça, et puis quand le gouvernement, parce qu'il faut un consensus, parce que si on veut changer le texte de la Constitution, vous savez qu'il faut une majorité de 3/5, le gouvernement tente et obtient un compromis avec des députés de tout l'hémicycle et de tous les groupes confondus, qu'on soit d'accord. Le texte à l'Assemblée nationale a été voté par des députés de gauche et des députés de droite. Au Sénat, ils vous disent on veut le texte initial de François Hollande. Et quand au Sénat, on veut cette posture, on va réussir. Le sénateur. C'est une posture. Cette posture de dire le compromis de l'Assemblée ne nous satisfait pas. Ouais. C'est une réécriture, c'est pas forcément une posture. Quand je parle de posture, laissez-moi finir. Quand je parle de posture, c'est que M. Retailleau sait très bien qu'en rediscutant ce texte, cela fait échec à l'idée d'une majorité des 3/5 sur un article 2. C'est ce qu'il faut quand même dire. Alors on va attendre, moi je suis parlementaire, il y a un vote solennel qui a lieu je crois le 22 mars au Sénat, on va attendre. J'espère que les sénateurs qui ont cette sagesse, qui ont ce recul, vont réfléchir à deux fois sur le vote qu'ils font. Mais si c'est le vote qui suit les propos que je viens d'entendre de M. Retailleau, on sait très bien que le Sénat fera en sorte que la majorité des 3/5
n'existe pas sur l'article 2. Et on le regrettera, parce que je vous dis que j'avais beaucoup apprécié cette unité nationale qui n'était pas factice lors des propos du président de la République exprimés au Congrès de Versailles. Alors, à l'Assemblée, Thierry Braillard, Bernard Cazeneuve était, lui, entendu par la commission d'enquête parlementaire qui s'est constituée après les attentats de Paris et Saint-Denis. Il a défendu l'action des services de l'État et répondu aux critiques, notamment sur la lenteur d'intervention au Bataclan. Hélène Bonnet. Face au ministre, les députés multiplient les questions sur le rôle de l'État dans la gestion des attentats du 13 novembre, mais peinent à obtenir des réponses. Par exemple, pourquoi ne pas avoir renforcé les mesures de sécurité autour du Bataclan alors que des menaces avaient été proférées contre la salle de spectacle? Réponse de Bernard Cazeneuve. Je n'ai vu aucune note témoignant d'une menace particulière sur le Bataclan ou sur telle ou telle salle de spectacle. Aucune information sur d'éventuelles menaces et surtout impossible, selon lui, de protéger tous les lieux de culture. Il est impossible, et là aussi je veux le dire avec beaucoup de solennité et de sincérité, de placer en permanence un peloton d'une force d'intervention rapide ou des militaires de sentinelle devant chaque lieu accueillant du public. C'est impossible matériellement. Pourquoi les forces de police ont-elles mis autant de temps à intervenir? Tout simplement à cause des ceintures d'explosifs que portaient les terroristes, répond le ministre. Une intervention pour sauver des vies n'est possible que dès lors qu'il y a une maîtrise totale du lieu et des conditions d'intervention. Parce que si nous n'agissions pas ainsi, et qu'après une décision hasardeuse, il devait y avoir des explosions et des morts, une autre question me serait posée aujourd'hui. La commission d'enquête n'a pas fini d'auditionner Bernard Cazeneuve. Il devra répondre à beaucoup d'autres questions en mai sur le fonctionnement des services de renseignement. Alors, lors de cette audition, Bernard Cazeneuve a dit beaucoup de choses. Il nous a notamment appris que 6 attentats avaient été déjoués depuis 2015. Ça fait beaucoup. La menace est là, elle est forte, et encore plus forte à 3 mois de l'euro. Vous êtes quand même rassuré? D'une part, je veux dire en quoi Bernard Cazeneuve a fait un travail remarquable au ministère de l'Intérieur et que cela ne fait pas enlever l'idée que la menace terroriste est très présente et que le Premier ministre le rappelle et que l'on n'est pas sur une posture qui serait là pour faire peur à nos concitoyens. C'est une vraie menace et qu'il faut vraiment en prendre la réalité. Le 13 novembre, je n'étais pas au Bataclan, j'étais au Stade de France et je dois vous dire que les services de l'État et les services de sécurité à l'intérieur du stade ont très bien fonctionné. On a regretté une victime à l'extérieur de l'enceinte, mais en tout cas, cela aurait pu être plus grave si le système de sécurité du stade avait été défaillant. Il a été très performant, c'est la raison pour laquelle je vous le dis, pour l'Euro, la sécurité dans les 10 enceintes qui accueilleront des matchs sera au même niveau de performance que celle qui a été celui du Stade de France. Thierry Braillard, la dernière fois que vous êtes venu sur ce plateau, vous nous avez dit qu'il n'y aura pas d'état d'urgence prolongé au moment de l'Euro. Je ne vous ai pas dit ça parce que c'est pas à moi à prendre cette décision et que je ne sais pas ce que alors, fera la question, le président. Est-ce qu'en matière de sécurité... Je vous avais dit à l'époque que l'état d'urgence n'avait strictement rien à voir avec la sécurité du stade de l'Euro. Il ne fallait pas mélanger les sujets, c'était des sujets totalement différents. On est quand même sur un événement mondial, on attend énormément de monde, on connaît évidemment la menace terroriste aujourd'hui. Est-ce qu'il ne faudrait pas garder ce principe d'état d'urgence pendant cette période? Et je vous le dis, les conséquences de l'état d'urgence n'ont strictement rien à voir avec la sécurité des stades. Donc c'est un mélange de sujets qui n'a rien à voir et tout est bien organisé, notamment ça se rajoute. par rapport à l'accueil des supporters. Il y a un dispositif spécifique de sécurité pour cet événement-là. Et en plus, il y a eu un comité, c'est ce que je vous expliquais, il y a eu un comité de pilotage qui a été mis en place spécifiquement sur l'Euro, présidé par le ministre de l'Intérieur, et je peux vous dire qu'on est très au fait de tout ce qui s'organise. Alors en tout cas, mardi toujours, à l'Assemblée, les députés ont massivement voté un projet de loi de lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement. Vous voyez, vote massif. Il modifie certaines dispositions du Code pénal pour donner plus de moyens à la police et à la justice. Et ce texte va donc permettre de prendre le relais de l'état d'urgence. Donc c'est le bon texte, tout y est, ce texte voté. C'est un texte qui s'inscrit dans la logique de lutter de façon encore plus forte face à la menace terroriste et aux actes terroristes. C'est un texte qui a son équilibre. Et je pense que s'il y a eu un vote massif de l'Assemblée, c'est un texte qui va au-delà des limites partisanes et qui répond à une vraie attente, à un vrai besoin. C'est un bon texte.
Alors on va parler un petit peu politique sur un autre domaine et puis d'un autre parti. On va s'intéresser un petit peu à ce qui se passe à droite. Il y a eu une candidature cette semaine, une nouvelle candidature aux primaires, celle de Nathalie Kosciusko-Morizet. On va écouter ses premiers mots après la déclaration qu'elle a faite notamment aux 20h de TF1. Écoutez un petit peu ce qu'elle disait. Ils disent j'ai changé, je suis plus sage, je suis nouveau, je ferai mieux la prochaine fois. Moi, dans cette campagne, j'ai envie de parler à la France, j'ai envie de parler aux Français, j'ai envie de leur parler d'eux. Et je reviens sur cette conception du pouvoir, sur ce que je disais. Voilà, moi, je crois plus à cette conception verticale, descendante, condescendante, qui consiste à dire aux Français ce qu'ils doivent faire et comment ils doivent le faire. Et je porte conception complètement différente qui consiste plutôt à chercher à les accompagner pour qu'ils puissent réaliser, devenir ce qu'ils veulent être. Alors on va parler un petit peu peut-être de Nathalie Kosciusko-Morizet si vous avez quelques mots à dire sur elle, mais plus globalement sur cette primaire de droite, il y a quand même beaucoup de participants. Comment est-ce que vous voyez ça, vous, peut-être un peu lointain évidemment, mais comment est-ce que vous regardez? Je suis surpris parce qu'à chaque semaine qui passe, nous avons un nouveau candidat. Donc j'espère qu'à un moment donné, ou une nouvelle candidate, j'espère qu'à un moment donné, ça va s'arrêter parce que sinon, ça ne va pas être simple d'organiser une primaire avec une trentaine ou une quarantaine de candidats. C'est très étonnant, cette multiplicité de candidatures. Bon, ben, écoutez, on va les laisser faire. Je crois qu'ils se sont rendus compte que la primaire que la gauche avait organisée en 2012 avait permis... Auquel vous avez participé. Auquel on a participé, avait permis aux électeurs d'avoir leur mot à dire sur le choix du candidat. Donc ils s'en inspirent. On verra comment ça va se passer pour eux. Mais c'est vrai que cette multiplicité de candidatures est assez drôle, surtout qu'en plus, on se rend compte qu'ils ont posé des conditions, si j'ai bien lu, où il faut des parrainages. Oui, donc tous ceux qui s'expriment aux 20h, par exemple aux 20h de TF1, on ne sait pas si le moment venu, elle aura les parrainages. Bon, ça fait un peu de pub, c'est toujours agréable de passer sur TF1 ou sur... Et vous avez vu ce qu'elle fait, Nathalie Kosciusko-Morizet? Elle va à la pêche aux voix, au parrainage de parlementaires. Elle a même demandé des parrainages chez les Verts, dans d'autres partis. Vous seriez prêts, vous les parlementaires radicaux, à lui donner des voix? Lui donner vos parrainages? Je crois qu'il faut éviter les confusions. Le problème de la politique aujourd'hui, c'est que nos concitoyens, parfois, ont un regard critique à cause de ces confusions et ce manque de clarté. Et puis, toujours, ils aiment bien entendre ceux qui disent qu'ils vont faire le contraire de ce qu'ils ont fait il y a encore quelques temps, quand ils avaient les responsabilités, qu'ils avaient les postes de pouvoir. Donc, laissons faire les choses, mais évitons les confusions. Juste une réaction, le président de l'UDI a appelé à boycotter la primaire de la droite et du centre, entre parenthèses. Décision logique, inattendue, qu'est-ce que... Déjà, ce qui est surprenant, c'est qu'ils appellent ça la primaire de la droite et du centre, à partir du moment où le président du parti centriste dit qu'il ne veut pas y participer. Oui, mais vous savez, souvent, c'est de la sémantique. Oui. Ça montrerait qu'ils ont un grand et un large rassemblement. Déjà que si les centristes n'y participent pas, qu'ils enlèvent, ça sera la primaire de la droite. Alors mercredi, Thierry Braillard, c'était une journée donc de manif et de mobilisation contre le futur éventuel projet de loi de réforme du travail. Avec une double mobilisation, celle des syndicats et de la jeunesse dans les rues, des responsables politiques, notamment des députés de gauche, frondeurs, étaient également dans le cortège. Thierry Braillard, est-ce que cette future loi El Khomri peut connaître le même sort que le CPE il y a quelques années? Déjà, la loi El Khomri ne s'adresse pas aux jeunes, comme le CPE s'adressait aux jeunes. Spécifiquement. Et que le président de la République l'a très bien rappelé, je crois qu'il est de notre devoir, et on n'a pas attendu cette manifestation, d'écouter la jeunesse. Je crois qu'il est bon aussi de rappeler tout ce qui a été fait déjà en faveur de cette jeunesse, et qu'il faut entendre cet appel qu'il fait qu'aujourd'hui, quand on sort avec un diplôme, c'est vrai que le premier contrat qu'on risque de signer est un contrat à durée déterminée. Donc, c'est de la précarité. Et que l'idée, c'est d'arriver à faire en sorte que les entreprises n'hésitent pas à proposer un contrat à durée indéterminée à des jeunes. Donc, cette précarité qu'ils ressentent, nous la ressentons aussi et nous travaillons sur ce point. Les jeunes qui étaient reçus par Manuel Valls, tout à l'heure Manuel Valls s'est exprimé, il a dit le désaccord de fond reste entier. Ça prouve qu'il y a vraiment un problème avec la jeunesse, il y a une rupture.
Il n'y a pas de rupture, il y a simplement des espérances qui sont lancées par des jeunes. On peut répondre à certaines, peut-être pas à toutes. Quand on doit augmenter les bourses, on le fait, par exemple. Quand on lutte contre le chômage des jeunes et que dans les résultats, s'il y a un secteur sur lequel la baisse du chômage est effective, c'est sur l'emploi des jeunes, c'est le gouvernement qui est intervenu. Est-ce qu'ils ont été instrumentalisés pour aller descendre dans la rue, selon vous? Vous savez, moi j'ai vu le fameux film Baron Noir, oui. où on voyait les élus financer les syndicats étudiants et avoir un lieu. Alors il se trouve que peut-être parfois la fiction rattrape la réalité. Ouais. Mais je ne sais pas, est-ce que des parlementaires ont financé par exemple le syndicat étudiant par rapport à leur réserve parlementaire? Il me semble que oui. Et alors Ben non, mais c'est bien. Qu'est-ce que vous en tirez comme conclusion? C'est bien. Chacun fait ce qu'il veut avec sa réserve parlementaire. Est-ce que ça vous choque quand même de voir des députés quand même de gauche, avec cette jeunesse, ces électeurs plutôt de gauche, manifester aujourd'hui contre une loi de gauche? On a l'impression qu'il y a une sorte de... C'est vrai que Christian Paul, pour ne pas le citer, bravant le froid et la pluie dans la manifestation, Laurent Bobin. On peut quand même s'interroger pour savoir véritablement quel est son dessein en manifestant. Oui, ça me choque. Ça me choque parce que je crois que le politique qui est mené aujourd'hui s'inscrit dans le discours du Bourget qu'il faut relire. Parce que tout le monde en parle, mais il faut le relire, ce discours. Et que quand le président s'engage à baisser le chômage et qu'on veut travailler une loi pour baisser, pour j'allais dire, rendre de la souplesse, mais en même temps amener de la sécurité. Et le mot est important, et notamment vis-à-vis de cette jeunesse, pour lui enlever de cette précarité, je crois qu'il faut entendre le message. Ouais. Et que quand j'entends le représentant de l'UNEF dire préalable, il faut retirer le texte, c'est drôle, parce que le texte n'a même pas été déposé. Donc comment voulez-vous retirer quelque chose qui n'a pas été déposé? Donc on est dans de la posture. Tout à l'heure, vous m'avez repris sur le terme. Sur le terme posture, là, oui. On est dans de la posture. Et moi, je préfère que les jeunes interviennent, qu'on les écoute, qu'on les entende. On a ce devoir-là. On n'a pas le devoir de leur dire ce que vous dites, on n'est pas d'accord. Mais encore faut-il qu'il y ait une volonté de construire et de compromis. Des deux côtés. Thierry Braillard, des deux côtés. On va retourner un petit peu au Sénat. Tout à l'heure, on parlait de cette réforme constitutionnelle. On connaît cette fois la position de la droite. C'était toujours mercredi. On regarde le résumé de Quentin Calmet. 3h30 de réunion en commission des lois pour discuter de la version du Sénat de la réforme constitutionnelle. Principale modification voulue depuis le départ par la majorité sénatoriale de droite. Seuls sont concernés par la déchéance de nationalité les binationaux, afin de ne pas créer d'apatrides. Philippe Bas, le président de la commission des lois, a rédigé cette version du texte. La limite que nous ne pouvons pas franchir, c'est la création d'apatrides. C'est parce qu'il y a deux catégories de Français, ceux qui ont deux nationalités et ceux qui n'en ont qu'une, que nous sommes obligés, pour être justes vis-à-vis de tous, de faire la différence que nous n'inventons pas puisqu'elle existe déjà. Autre constat, depuis la présentation de cette version ce matin, la réforme constitutionnelle crée un désordre dans tous les groupes politiques. Difficile de prévoir qui votera cette version du texte. Notre groupe parlementaire est majoritairement opposé à ce projet qui, pour nous, est inutile, inefficace et qui est plus malheureusement un instrument de division que de rassemblement. Quant à l'article 1 qui constitutionnalise l'état d'urgence, communistes et écologistes sont contre. Le groupe écologiste, dans sa grande majorité, votera contre, ou peut-être tout le monde votera contre, je ne connais pas encore l'état des votes. Sur l'état d'urgence, hormis effectivement le groupe communiste et les écologistes, il semble effectivement que les élus socialistes ou les élus républicains sont plutôt effectivement favorables à la constitutionnalisation. Autre modification, les délits les plus graves ne peuvent plus être punis de cette déchéance de nationalité, contrairement à ce que souhaitait le gouvernement dans la version votée à l'Assemblée nationale. Suite du débat en séance publique à partir du 16 mars. Voilà pour le résumé de Quentin Calmet. On connaît maintenant la position de la droite. Moi, j'ai une question un petit peu plus large. François Hollande, il voulait le consensus national. Vous l'avez rappelé tout à l'heure quand on a un petit peu parlé de ce texte. Il récolte la colère de la gauche, le désaccord de la droite. C'est échec sur toute la ligne. Non, ce n'est pas un échec. S'il y avait échec, c'est l'échec de la France,
qui ne sait pas, j'allais dire, avoir l'unité nationale en réponse aux dramatiques événements que nous avons vécus. La faute des partis, alors. Vous étiez au Congrès à Versailles. Je crois qu'il y a eu unanimité des parlementaires sur le discours de François Hollande. Donc il y aurait eu échec si ce jour-là, la parole du président, non mais c'est important, la parole du président avait été remise en question. La parole du président, ce jour-là, a été applaudie et debout. Oui, les parlementaires se sont levés. Dit, il ne faut les pas parlementaires se sont levés. la parole du président. Ensuite de cela, il y a eu un texte. Il y a eu, comme vous l'expliquiez, un compromis qui a été trouvé parce qu'il nous fallait une majorité des 3/5. Nous avons obtenu, le gouvernement a obtenu sur ce texte à l'Assemblée nationale, sur l'article 1 et sur l'article 2, une majorité de 3/5. Je suis sur cette position. Si le Sénat, et vous avez vu que des votes sont encore incertains, que même les présidents de groupe ne savent pas trop comment ça va être voté, donc on ne va pas commencer là encore à faire le match avant qu'il ait lieu. Excusez-moi la métaphore, c'est de sport. Si au soir du vote, comme l'explique M. Bas, il n'y a pas vote conforme du Sénat, on en tirera les conséquences, ce qui vaudra dire qu'il n'y a pas une majorité des 3/5 sur l'article 1 ou sur l'article 2. Pas de congrès. Et donc, ce qui veut dire qu'on peut quand même éventuellement garder l'article 1. On verra les conséquences qu'on en tirera. Ce n'est pas à moi de le décider au moment où on parle, mais incontestablement, le Sénat est en passe de vouloir réécrire un compromis qui avait été trouvé à l'Assemblée avec la droite et la gauche. On est bien d'accord. Allez, on change de sujet, Cathy. On change de sujet de société très sensible avec le cas de Vincent Lambert qui revient dans l'actualité. C'est une longue bataille juridique sur le sort de Vincent Lambert, jeune infirmier devenu tétraplégique en 2008 après un accident. Sa famille se déchire sur la question de son maintien ou non en vie. Jeudi, sa femme a obtenu la tutelle sur son mari. C'est un feuilleton familial qui dure depuis maintenant 8 ans. En 2008, Vincent Lambert, accidenté de la route, devient tétraplégique. Deux parties s'opposent sur son avenir. D'un côté, ses parents qui souhaitent le maintenir en vie, et de l'autre, sa femme et son neveu qui demandent l'arrêt des traitements. Allongé dans un lit dans un état végétatif au CHU de Reims, c'est une bataille judiciaire qui se joue autour du cas Vincent Lambert. En juin 2015, après plusieurs recours de ses parents pour ne pas arrêter les soins, c'est finalement le Conseil d'État et la Cour européenne des droits de l'homme qui tranchent. Ils valident la décision d'interrompre les traitements. La Cour européenne des droits de l'homme en bonne santé vient de donner un signal très fort, très clair, dramatique et funeste. Aujourd'hui, on ne protège plus ceux qui doivent être protégés. Mais contre toute attente, l'hôpital refuse de poursuivre la procédure au motif de menaces et de pressions extérieures. Profondément triste et choquée. Ça a été difficile de subir ce parcours judiciaire et je pensais qu'avec la Cour européenne qui entérinait une telle décision, Vincent pouvait être enfin respecté. A l'inverse, ce coup de théâtre réjouit les parents de Vincent Lambert qui voient là une lueur d'espoir. On attend maintenant la décision du procureur, mais le souhait le meilleur serait que Vincent soit transféré. Tout le monde serait apaisé et voilà, et moi je m'occuperai de mon fils, il y a des établissements qui l'attendent. L'hôpital de Reims demande alors la mise sous tutelle de Vincent Lambert. La justice confie cette responsabilité à sa femme pour une durée de 10 ans. Une décision qui ne change rien pour l'arrêt des traitements, toujours suspendu à la volonté du corps médical. Mais c'est une victoire symbolique pour Rachel Lambert qui pourra, après des années de bataille judiciaire, appliquer les volontés de son époux. On va venir sur ce cas dans un instant. Jim Jarassé est avec nous, notre partenaire du SCAN. Katia, peut-être sur le cas Vincent Lambert. Thierry Bérard, il y a eu des lois fin de vie votées. Il y en a une actuellement. Est-ce qu'elle est puissante? Est-ce qu'elle peut faire quelque chose face à un tel cas? Vous parlez de la loi qui a été adoptée en janvier. Absolument. On appelle la loi Claes-Leonetti suite au rapport de ces deux parlementaires qui s'inscrit plutôt sur les questions de sédation et qui ne répond pas complètement à ce Quelle est dossier. votre position, vous tant que... Ma position, c'est déjà de ne pas commenter encore, excusez-moi, et c'est pas pour vouloir taper en touche, mais c'est aussi le rôle d'un ministre de ne pas commenter les décisions de justice. Et je n'ai pas commenté la décision du juge des tutelles qui donc a décidé de donner la fin de vie. Vous avez une position particulière sur la question de la fin de vie. Quand j'étais parlementaire, donc ça ne remonte pas à très longtemps,
En 2012, j'ai co-signé, c'est vrai, une proposition de loi qui s'inscrivait dans une logique d'arriver à trouver une solution avec le corps médical pour abréger des souffrances lorsqu'elles sont insupportables. On va passer donc à la loupe du scan tout de suite avec Jim Jarassé. Jim, c'est à vous. Bonjour Thierry Braillard. Jean-Christophe Cambadélis, le premier secrétaire du PS, était ce matin sur télé. Il a annoncé son intention de sonder les responsables socialistes sur la pertinence d'une candidature de François Hollande à la présidentielle. Le doute s'est installé sur cette question, sur le fait que François Hollande était le candidat naturel du camp de la gauche pour 2017. Non, mais je vais lui dire qu'il faut qu'il sonde aussi les responsables radicaux de gauche, puisqu'il n'y a pas qu'un parti qui soutient le gouvernement, il y en a deux, et cela depuis 2012. Si vous posez la question, nous avons participé à la primaire citoyenne, et nous sommes dans ce gouvernement, et nous en tirerons les conséquences d'être fiers du bilan qui aura été celui du président, car nous avons toujours soutenu les différentes mesures qui ont été prises. Et si nous sommes encore au gouvernement, c'est parce que nous sommes dans cette équipe et que nous pensons que d'ici 2017, les résultats escomptés, notamment sur la baisse du chômage, seront là. Donc François Hollande... Donc Jean-Christophe Cambadélis n'oublie pas de sonder les radicaux. Alors il veut justement sonder les ministres qui ne sont pas forcément socialistes, comme Emmanuel Macron. Donc vous, s'il vous pose la question, vous allez lui répondre très naturellement, oui, François Hollande doit être notre candidat. J'en parlerai déjà avec les responsables radicaux et puis les deux ministres. On va essayer de jouer collectif et d'éviter d'avoir que des paroles individuelles. Alors justement, un ministre du parti radical de gauche qui est rentré récemment au gouvernement, c'est Jean-Michel Bailey, qui était le président historique de votre parti. Faire entrer un gouvernement, un héritier d'une dynastie politique qui était ministre il y a 23 ans et qui a perdu ses mandats de sénateur et de président de conseil général, est-ce que c'est un bon signal en termes de renouvellement de la classe politique et des pratiques politiques? Vous savez, dans une équipe de football, si vous voulez gagner l'Euro, il faut qu'il y ait des défenseurs, il faut qu'il y ait des attaquants, puis il y en a qui courent plus vite, il y en a qui courent moins, puis il y a des jeunes, et puis il y a des expérimentés. Une équipe gouvernementale, c'est comme une équipe de foot. C'est le coach, Jean-Michel Bailey? Non, le coach, c'est le Premier ministre. Et donc, il a une équipe avec sa diversité, avec ses jeunes, ses moins jeunes, avec ses expérimentés. C'est une équipe qui doit être homogène, c'est surtout le plus important. Alors, au moment où il est rentré au gouvernement, il a recasé un peu ses proches, notamment Sylvia Pinel, dont il était proche et qui a pris la tête du PRG, justement, dans l'attente d'un congrès. Est-ce que c'est une bonne façon de procéder? Est-ce que c'est la bonne personne? Déjà, vous parliez de renouvellement. Sylvia Pinel, je crois, a moins de 40 ans. Donc c'est bien déjà d'avoir une présidente par intérim qui a moins de 40 ans et une femme. Donc vous voyez, vous parlez de dynastie, de vieux partis, c'est au moins un parti qui n'hésite pas à avoir une femme jeune à sa tête. Et ce n'est que l'application de statut de parti. Donc ça c'est de la cuisine un peu partisane, mais il n'y a strictement rien de choquant, au contraire. Il y a un an, après la défaite de Jean-Michel Bailey au départemental... Donc vous êtes branché Jean-Michel Bailey. Non, mais c'est bien, c'est bien. Vous disiez, parce que c'est intéressant, la question du renouvellement justement se pose au PRG. Et vous n'excluiez pas à l'époque de briguer la présidence du mouvement, ça s'est complètement terminé, vous n'y pensez plus? Vous savez, quand le président de la République, François Hollande, et le Premier ministre vous font confiance et vous demandent participer à l'équipe gouvernementale, de poursuivre votre travail, vous servez votre pays. Et je ne veux pas être grandiloquent, mais pour moi, c'est une tâche extrêmement prégnante, extrêmement importante, et le choix est vite fait entre servir son pays et servir son parti. Je suis radical. Historiquement, au plus profond de moi-même, avec les valeurs républicaines auxquelles je suis extrêmement attaché, et je suis très fier de servir mon pays. Alors, je vais vous poser une question sans parler de Jean-Michel Bailey, je vous le promets. Je parle de Roger Gérard-Schwarzenberg, qui est le patron du groupe PRG à l'Assemblée. Il a déposé il y a quelques jours une proposition de loi pour limiter à 30 le nombre de ministres au sein d'une équipe gouvernementale. Vous êtes 38 actuellement dans votre équipe. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes pour cette proposition de loi qui émane de votre camp? Mais je pense que quand Roger Gérard-Schwarzenberg était ministre, je ne sais pas s'il a calculé le nombre de ministres qu'il y avait, parce qu'ici, il aurait dû s'appliquer cette proposition de loi constitutionnelle qu'il a déposée au gouvernement de son époque.
je pense qu'il n'aurait pas déposé cette proposition de loi. C'est de la démagogie, c'est quoi alors? Non, c'est pour se faire... Je sais pas, il avait cette idée, il l'a déposée. Il Reste 2 aussi minutes, Jimmy. laisser aux uns et aux autres le soin de faire ce qu'ils souhaitent. Hein. Alors on va reparler un peu de sport. Sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, vous vous affichez régulièrement avec des sportifs que vous rencontrez. On vous voit ici avec les boxeurs de l'INSEP, c'était il y a quelques jours. Ou avec le footballeur lyonnais que vous devez connaître, Bafétimbi Gomis. Il joue plus à Lyon. Il joue plus à Lyon, il a joué à Lyon. C'est où il joue? Non, alors là, vous... En Angleterre, à Swansea. Le Scan, non, c'est pas en Angleterre, c'est Pays de Galles. Il joue pas la bonne personne pour ce genre de terrible. question. Grande-Bretagne du Figaro, c'est terrible. Alors, quel sportif vous a le plus impressionné lors de vos rencontres, justement, par son caractère, son parcours, quelqu'un qui vous a vraiment marqué? Il n'y en a pas un, il y a des... tous les sportifs de haut niveau sont des gens extrêmement respectables. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on a travaillé et j'ai mis en place ce pacte de performance qui permet pour beaucoup d'entre eux d'avoir un soutien pendant la carrière et une intégration dans une entreprise après la carrière parce que leur situation était très précaire. Et il a fallu aussi la loi sur le statut des sportifs voter à l'unanimité à l'Assemblée nationale et au Sénat pour leur donner une sécurité, une protection sociale qu'ils n'avaient pas. Donc tous les sportifs, je ne veux pas en sortir un plutôt que d'autres, et je crois beaucoup aux chances françaises à Rio, en olympique et en paralympique. Et un vœu pour les prochaines semaines, pour cet Euro 2016? Que la France aille le plus loin possible, mais surtout que ça soit une grande fête populaire. Je crois que nos concitoyens ont besoin aussi de moments de fête et de moments de communion collective et patriote. Avec la meilleure équipe de France, les meilleurs joueurs? Avec la meilleure équipe de France que nous concoctera un excellent sélectionneur qui s'appelle Didier Deschamps. Un but de la victoire de Karim Benzema en finale. Ah, si c'est votre souhait. Bon, ça peut être mon souhait, oui. Et ben voilà, on a fait la composition, il reste la composition à faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup Thierry Braillard et on se retrouve dans une semaine, même lieu, même heure. Très bonne suite de programme sur LCP Public Sénat. Bye bye.